c'est bon. Voilà. Donc, merci Gaston. Donc, alors, je vais présenter ici un petit peu bon, l'évolution des idées sur le Trias de type germanique d'Afrique du Nord. C'est ici. C'est ici, hein. Voilà, très bien. Voilà. Alors, donc, alors le Trias a été, bon, comme vous devez le savoir, hein, donc il a été défini pour la première fois par le géologue allemand Van Alberti. Et dans sa contribution à une monographie sur donc, le grès bigarré, le Muschelkalk et le Keuper de Germanie. Et en fait, Van Alberti avait donc rassemblé ces trois assises dans une même formation qu'il avait appelée Trias dans, euh, pardon, donc qu'il avait appelé Trias. Alors ça, c'est en fait des photos de ces trois assises, donc les grès bigarrés à la base. Alors vous avez les calcaires coquillés, le Muschelkalk au milieu, et ça, c'est l'aspect un petit peu des marnes irisées du Keuper, et c'est un petit peu donc, de ce type de formation dont on va parler ici en Algérie. Alors, euh, Von Alberti, donc, dans son livre, alors là, c'est la phrase où il avait donc défini pour la première fois le Trias. Euh, bon, on sait aujourd'hui que ces trois assises n'ont pas une valeur, je dirais, d'un point de vue d'âge, puisque l'assise inférieure, bon, elle déborde sur le Permien supérieur. Bon, donc les grès bigarrés vont du Permien supérieur jusqu'à l'Anisien inférieur. Le Muschelkalk, c'est entre l'Anisien inférieur et le Ladinien supérieur. Et le Keuper, ça va jusqu'au Rhétien supérieur. Alors à côté de ce trias germanique, on connaît le trias alpin. Alors le trias alpin, il est différent du trias germanique, avec notamment donc un Keuper qui est essentiellement carbonaté. Bon, c'est des dépôts de haute mer. Et il faut dire aussi que les étages du trias, de l'Anisien au Rhétien, ont été définis à partir de ce trias alpin. Alors en Afrique du Nord, depuis les travaux de Fallot en 1942, il y a deux types de trias. Alors, il y a le trias du domaine interne, c'est ce qu'on appelle le trias kabyle, donc qui concerne la dorsale calcaire, c'est-à-dire la marge tétisienne du microcontinent Alkapeka. Et ce trias, il est à dominante marine. En fait, il se caractérise par la pauvreté en gypse et en marne bariolée, contrairement au trias de type germanique qui concerne les Andes externes, c'est-à-dire la marge tétisienne africaine, l'ancienne marge de tétisienne africaine et le domaine autochtone aussi de l'Atlas. Alors, c'est un trias qui est, bon, ici en Afrique du Nord, à dominante de Barne, Bariolée, gypsosaline. Et c'est de ce trias germanique dont il est question ici. Donc, ce qui caractérise ce trias aussi en Afrique du Nord, c'est il est en situation anormale, hein, d'un point de vue tectonique, hein, il est rarement en place. Ça, c'est un petit peu le contenu, alors le contenu pétro et minéralogique de ce trias. Alors, d'un point de vue pétro, c'est un trias donc, qui est très riche en marne bariolée, en gypse, en sel aussi. Alors, il y a des calcaires, jantes de miel, et aussi, il est aussi souvent très riche en pointements de roches vertes, ce qu'on appelle en Afrique du Nord des zoophytes. Alors, d'un point de vue minéralogique aussi, il est très riche en minéraux, quartz bipyramidé, pyrite, tourmaline, oligiste, etc. Alors, les premières mentions de ces formations salifères et gypsifères d'Algérie avant 1830. Alors, la première mention donc, dans l'histoire, hein, donc c'est au XIe siècle. Donc, on a El-Bekri, qui est un géographe et historien arabo-andalou. Dans son livre, alors il décrit la montagne de sel. Alors, on a en Algérie c'est la plus grande montagne de sel près de la ville de Biskra. C'est à la limite entre le nord et le sud de l'Algérie. Alors se trouve ce qu'on appelle la montagne de sel d'Al Outaya. Et donc au XIe siècle, donc El-Bekri avait parlé de cette colline de sel. Bon, ça, c'est une photo satellite qui montre cette montagne de sel d'Al Outaya qui fait près de 6 km de long sur 3 km de large.
Cette montagne de sel, elle a été citée aussi par Chao, donc en 1743, page 287 dans son ouvrage, donc où il cite aussi le sel des montagnes près d'Al Outaïa, donc il cite aussi donc le nom de. Donc il a un petit chapitre sur les montagnes de sel en Algérie. Et, oui, d'accord. Après la colonisation, donc après 1830, la première mention des formations salifères et gypsifères d'Algérie, bon, elles sont dues, on avait vu tout à l'heure, elles sont dues à Élie de Beaumont, donc qui a été chargé euh, de rédiger des instructions pour l'exploration scientifique de l'Algérie et il était chargé donc du côté géologique. Alors Élie de Beaumont, dans son rapport, il cite les gisements donc, de Selgem dans son document. Et il parle aussi, il a parlé pour la première fois aussi du gypse de la montagne ici, dit de Sibassa, et qui fait partie en fait de la chaîne de Chetaba. Alors c'est une montagne se trouve tout près de Constantine. Alors c'est un gisement en fait de Trias dont on va parler car il a eu en fait une très grande importance quand on évoque donc l'historique du Trias de l'Algérie. Donc on va en parler de ce gisement de Chataba qui se trouve tout près de la ville de Constantine. Alors en 1839, Saget, alors il cite aussi dans la province de Constantine le gypse aussi qui se trouve tout près de la ville de Constantine. Donc il s'agit donc toujours de ce même gisement. Et alors ensuite, on rentre en fait, quand on évoque l'historique du trias de l'Algérie, en fait, il y a plusieurs périodes. Alors, il y a la première période qui dure c'est entre 1840 et 1896, et c'est la période où, en fait, le trias n'était pas reconnu en tant que tel hein, en Algérie. C'est une période d'abord où on a émis plusieurs hypothèses concernant son origine et aussi l'âge de ces terrains, donc gypso-salins qu'on trouvait en Afrique du Nord. Alors, parmi, donc on va voir donc, tous les acteurs donc, de cette période, mais l'hypothèse qui était admise par la majorité des géologues, c'était ce qu'on appelle l'hypothèse de l'origine éruptive. Donc, on considérait ces formations gypsosalines euh, comme éruptives. Donc, c'est lié ou bien lié à des roches magmatiques, ou bien directement, donc c'est des boues gypsosalines qui se mettaient en place en relation avec la mise en place de roches volcaniques. Et pour l'âge de ces formations, alors là, on a cité pratiquement tous les âges. Hein. Ça commençait du Crétacé jusqu'au Quaternaire. Et durant cette période, il y a eu de très rares indications de ressemblance en fait entre ces formations et les marnes irisées du Trias qui étaient connues durant cette période en Europe. Euh, alors pour les acteurs de cette période, alors on a d'abord bien, bon, on l'a cité tout à l'heure, c'est Émilien Renoux, c'est le premier qui a rédigé un ouvrage sur la géologie de l'Algérie. Alors il était membre de la commission scientifique de l'Algérie entre 1840 et 1840. On a vu tout à l'heure, Gaston nous avait montré, il a pratiquement établi la première carte géologique en couleur de l'Algérie. Et durant cette période, alors il y a eu un article de Renou dans les Annales des Mines en 1843, où en parlant des terrains du Crétacé, alors il dit que dans ces terrains, ces terrains sont caractérisés aussi par la présence, donc ici, de gypse, d'anitrie, de selgem, etc. Donc pour Émilien Renou, toutes ces formations font partie du Crétacé. Dans sa description géologique de l'Algérie, dans son ouvrage, il donne des descriptions très précises des caractéristiques des terrains triasiques du nord de l'Algérie. Et là, il avait remarqué que, en fait, lui, il mettait donc ces terrains dans le Crétacé, mais il remarquait que le Crétacé, il était interrompu et remplacé, en fait, par du gypse. Alors, il indique aussi dans la coloration de ces terrains.
Et voilà. Alors, ce qu'il faut dire ici, c'est que durant cette période, il y a eu quand même, c'est Renaud qui cite une expédition qui a eu lieu à l'intérieur de l'Algérie et il cite un certain chirurgien, Monsieur Bonduel, qui avait, alors Bonduel avait adressé un rapport géologique. Et dans ce rapport, il disait que, alors là, il parlait d'une montagne de sel qui se trouve près de Djelfa, c'est le rocher de sel de Djelfa. Et en décrivant cette montagne, il disait que bon, c'est une montagne composée de marnes entièrement. Alors, il dit que c'est des marnes qui sont semblables à celles que perd. Donc, il a fait donc l'analogie entre ces formations et donc le Trias qui est connu en Europe, mais Émilien Renoux a refusé en fait cette comparaison et ici il dit que alors en parlant de cet étage, il dit que alors il ne faut en aucune façon rapporter au marnes irisées, c'est-à-dire aux cutters connus à l'époque, comme a cru pouvoir le faire Monsieur Bonduel. Et il cite ici que ces terrains, donc ces gypses, ces sels, donc ce sel, il est caractéristique du terrain crétacé d'Algérie. Donc pour Émile Renoux, donc l'origine de ce trias, c'est philodien, ou bien c'est des gîtes de remplacement dans le Crétacé. Donc l'âge de ces terrains, c'est Crétacé. Alors ensuite, on a eu Henri Fournel, on en a parlé aussi, Gaston en a parlé tout à l'heure. Alors Henri Fournel aussi, il a donné des descriptions détaillées d'un grand nombre d'affleurements triasiques en Algérie, notamment bon, les montagnes de sel. Il a parlé aussi du gisement de gypse de Constantine. Et, cette description, ces descriptions étaient faites d'abord dans un article publié dans les annales des mines sur les gisements de muriate de soude de l'Algérie. Alors, bon, le muriate de soude, c'est l'ancien nom qu'on donnait au sel, hein. Et donc, dans cet article, bon, il a décrit en détail certains affleurements triasiques de l'Algérie. Il a repris aussi ces descriptions dans son ouvrage Richesse minérale de l'Algérie. Alors, dans son ouvrage, il note aussi le grand bouleversement en fait, de ces formations. Il dit, par exemple, qu'on trouve donc, toutes les traces d'un affreux bouleversement euh, de ces affleurements triasiques. Alors, pour Henri Fournel, bon, pour l'origine de ces formations, bon, il ne fait aucune mention de l'origine, de leur origine. Et pour l'âge, bon, là, il cite un âge crétacé. C'est un petit peu l'âge où se trouve où Fournel bon, avait décrit ces formations. Alors ensuite, il y a eu donc l'ingénieur Ludovic Witt qui a fait un remarquable travail sur la géologie algérienne. Il a travaillé pratiquement pendant 39 ans en Algérie avec plus d'une dizaine d'ouvrages consacrés à la géologie, à la minéralogie de l'Algérie. Et ces ouvrages donc contiennent un nombre important de descriptions des terrains gypsosalins d'Algérie. Et c'était l'un des fervents partisans de l'origine éruptive de ces formations gypsosaliques. Bon, là, il y a certains de ces ouvrages où, là, il est par exemple dans ses recherches sur les roches, les eaux et les gîtes minéraux des provinces d'Oran et d'Alger, il a décrit pratiquement 33 gisements de gypse et de sel dans les provinces d'Oran et d'Alger. Et alors là, bon, il donne des descriptions de ces terrains. Il y a la notice minéralogique aussi sur les provinces d'Alger et d'Oran. Et ici, bon, par exemple, il indique que ces formations paraissent résulter, donc pour lui, en fait, pour Ludovicville, ces formations, ce gypse, par exemple, il se forme par transformation du calcaire. Donc, c'est la transformation du carbonate de chaux en sulfate, donc sous l'action de vapeur d'eau et d'acide sulfurique qui aurait accompagné donc, les éruptions volcaniques. Alors, ici, souvent, bon, ces formations du Trias, bon, on le sait aujourd'hui, elles sont toujours accompagnées de ce qu'on appelle de roches vertes. Alors, pour les anciens, ce sont en fait ces roches volcaniques qui en fait, par leur action,
par l'action des solutions hydrothermales qui auraient donc transformé le calcaire encaissant en gypse. Et donc, pour Ludovic Will, les gypses sont d'origine métamorphique. Alors là aussi, dans des articles sur les salines du sud de l'Algérie, donc il fait des descriptions de ces formats. Alors il y a souvent des coupes en couleur de ces gisements, de ces rochers de sel. Par exemple ici, alors on a aussi le rocher de sel près de Djelfa. Euh, on a de belles cartes en couleur de ces affleurements. Et concernant l'âge de ces. Alors, pour lui, alors pour les rochers de sel, hein, pour les gisements de sel, pour Ludovicville, c'est le résultat d'une éruption boueuse gypsosaline. Donc, et pour l'âge donc de ces formations, alors pour lui, il cite la période quaternaire. Donc pour Ludovicville, ces formations se sont formées donc au quaternaire. Donc pour Ludovicville, l'origine de ces formations triasiques, c'est d'origine métamorphique. C'est pour lui la transformation du calcaire encaissant en gypse sous l'action de l'eau et de l'acide sulfurique accompagnant les éruptions volcaniques, ou bien pour les formations les rochers de sel, c'est des éruptions boueuses, argilo-gypseuses. Donc, et pour l'âge, donc pour lui, pour Ludovicville, c'était le début de la période quaternaire. Alors ensuite, on a eu aussi, alors il y a eu un autre nom de la géologie algérienne, des débuts de la géologie algérienne, c'est Henri Coquan. Et Henri Coquan donc, a produit il y a un document sur une description géologique de la province de Constantine. Et dans ce document, donc, il décrit les formations gypseuses, les formations de gypseuses du Trias. Mais ce qui caractérise la description de Cocan, c'est que pour Cocan, ces formations, d'ailleurs c'était le seul géologue de cette période qui ne croyait pas en l'origine éruptive de ces formations. Donc pour lui, c'était une origine sédimentaire, hein, sédimentaire neptunien, comme on disait à l'époque. Et alors Cocan, il a décrit 4 gisements salifères de la région de Constantine. Et alors pour lui, ces formations, alors il avait remarqué que dans ces formations du Trias, on avait quand même des stratifications. Bon, même dans le chaos de ces formations, on voyait des strates et il dit ici que la présence donc, de grès, de marne stratifiés écarte toute idée d'origine éruptive pour les gisements, pour le gisement que nous décrivons ici. Et donc, il exclut toute intervention de phénomènes volcaniques. Dans son document, donc, il conclut que les gisements de Selgen sont d'origine sédimentaire et appartiennent à. Alors, pour l'âge, là, il s'est trompé. Donc, lui, il indique un âge éocène supérieur. Euh, donc, pour Henri Cocan, donc l'origine sédimentaire, donc pour lui, ce Trias est d'origine sédimentaire et l'origine éruptive est totalement exclue. Et pour l'âge, c'est l'Éocène supérieur parce qu'il avait, dans les affleurements qu'il avait étudiés, il avait remarqué que ces formations surmontaient le Crétacé supérieur et étaient recouvertes par du Miocène. Donc pour lui, c'était de l'Éocène supérieur. Alors il y a eu ensuite Alphonse Perrand qui avait donc il y a une note sur la géologie des environs d'Aumale. Donc c'est l'actuelle Sorel-Rosiane en Algérie et donc près de cette ville on a de grandes superficies qui sont occupées par ces formations triasiques. Donc c'est le premier qui a décrit donc ces formations gypseuses, argilo-gypseuses de la région d'Aumale. Et alors lui aussi, bon, il est partisan d'une origine métamorphique de ces formations, parce qu'il faut dire aussi que ces formations, donc près d'Aumale, sont aussi ils contiennent des roches volcaniques, donc ils sont riches en roches volcaniques. Donc, alors, il a aussi cité, donc c'est le premier aussi qui a souvent, donc, près du Trias en Algérie, on a des sources d'eau, des sources thermales, en fait, des sources thermales minérales. Et il a un petit peu, lui, c'est le premier qui a aussi, en fait, il a fait une relation entre ces affleurements et ces sources thermales, sources thermominérales.
Alors, pour l'âge de ces formations, alors pour lui, pour Alphonse Perrand, c'est à la fin de la période Crétacée et avant le dépôt des terrains tertiaires qu'il faut donc qu'il faut placer ces formations. Bon, tout simplement parce que les affleurements qu'il avait étudiés se situaient en fait entre le Crétacé et entre le tertiaire, sur le terrain, bien sûr. Alors, il y a eu ensuite un travail sur la région de Sétif par Brossard. Bon, Étienne Brossard bon, a rédigé aussi une description géologique de la région de Sétif. Il a décrit aussi certaines formations du Trias. Et alors, pour lui aussi, c'est c'est des gisements métamorphiques. euh, qui appartiennent au Crétacé. Alors, il y a eu ensuite, en 1868, un travail de Hardouin publié dans le Bulletin de la Société géologique de France. Alors, dans cet article, alors là aussi, il cite les formations triasiques qui, pour lui aussi, sont dues à une action du métamorphisme au voisinage de roches magmatiques. Alors, Hardouin, il a publié bon, c'est une carte qui n'est pas, bon, je dirais qui a été oubliée, mais c'est aussi, il a publié une belle carte de la région de Constantine en couleur en 1868. Alors ensuite, il y a eu Gustave Blecher. Donc, alors Blecher, c'est un médecin et qui est féru de géologie. Il a produit plusieurs articles, des descriptions géologiques du nord de l'Algérie. Et dans un article sur la description géologique de la région d'Oran, alors là aussi, il décrit ces formations argilo-gypseuses du Trias, qui les rapporte à l'époque quaternaire. Alors pour lui, bon, c'est du quaternaire. Et là aussi, il est partisan d'une origine métamorphique de ces formations gypseuses. Mais il utilise donc pour décrire ces formations, c'est l'une des descriptions les plus bizarres que j'ai eu à lire. Donc, alors pour lui, ce gypse, il est dû à de puissantes éjaculations sulfureuses qui agissent en métamorphisant donc les roches soumises à leur action. Alors ici, on a donc en disons, il y a l'empreinte du médecin dans cette phrase, hein. Donc voilà, euh, voilà, donc alors pour Gustave Blecher, donc l'origine, c'est dû à des éruptions hydrothermales liées à une activité volcanique et l'âge, c'est du quaternaire ancien. Alors, il y a eu d'autres. Alors, ensuite, c'est Tissot, dans le texte explicatif de la carte géologique du département de Constantine. Alors, pour lui, alors il situe ses formations dans le Néocomien. Alors, il y a eu aussi Pouyanne dans sa notice géologique sur la subdivision de Tlemcen. Alors là aussi, alors là, il met ces formations, comme on le voit ici, les formations du Trias dans les roches éruptives. Donc pour lui, ça fait partie des roches éruptives. Donc il cite des granites, les roches vertes. Et au milieu donc, de ces roches magmatiques, on trouve donc les gypses et des roches connexes. Alors ensuite, il y a eu Auguste Pommel, qui a aussi étudié beaucoup ces formations, surtout dans l'Est algérien. Et là, il décrit un gisement de quartz bipyramidé dans la région de Soukharas. Et alors là aussi, il décrit ces formations triasiques comme pour lui, c'est des eaux boueuses très chaudes qui ont amené de l'intérieur d'abord les principes minéralisants qui ont agi donc, sur les substances traversées. Et ces mêmes eaux boueuses ont déplacé pour lui des blocs volumineux et il situe la mise en place donc, de ce phénomène à la fin du Pliocène. Alors, il décrit aussi dans un article les boues geysériennes. Alors, pour lui, il a même nommé ces formations triasiques comme boues geysériennes. Donc, il décrit ces formations de la sorte. Donc, c'est les formations du côté donc de Soukharas, frontière algéro-tunisienne. Et il dit qu'il me paraît difficile de ne pas attribuer une origine interne donc, à ces masses boueuses. Et donc, il situe la mise en place de ces masses à la fin du tertiaire. Et donc, en fait, à la fin au moins à l'époque Pliocène.
Alors, dans l'explication de la deuxième carte géologique, de la deuxième carte géologique de l'Algérie, euh, alors dans la carte géologique, ce Trias, donc il est cité comme Pliocène geysérien, donc dans la légende de la carte. Et voilà, donc pour Paumelle, donc c'est toujours une origine interne l'âge Pliocène. Alors, donc, dans la première description des roches éruptives du nord de l'Algérie par Curie et Flamand, alors là aussi, pour ces auteurs, c'est du gypse éruptif et d'origine métamorphique. Et ils donnent dans leur document un tableau avec un grand nombre de gisements de gypse éruptifs de l'Algérie qui contiennent aussi des roches magmatiques. Alors, Philippe Thomas a découvert donc, les phosphates tunisiens. Il a décrit, lui, des roches ophitiques et le Trias de Tunisie. Et alors, pour lui, alors en Tunisie, la mise en place de ces formations s'est faite entre le Miocène jusqu'au Quaternaire. Et pour lui, en fait, bon, il admet aussi une origine éruptive pour ces formations pour ces formations. Alors, Fischer, qui a dirigé la confection des premières cartes géologiques au 1,50 millième, là, c'est la première carte géologique au 1,50 millième de l'Algérie, c'est la carte de Palestro. Elle a été publiée en 1895. Et dans cette carte, alors là aussi, le Trias, en fait, il est cité donc, dans les roches, avec les roches éruptives. Donc, avec les roches éruptives, donc vous avez au milieu des roches éruptives, là, le gypse, les pointements. Voilà. Et pour lui, ce sont des pointements du carténien. Donc, c'est aussi des formations récentes. Alors, la même chose, la deuxième carte géologique ou la troisième en 1896, la carte de Blida, c'est la même chose. Donc, le Trias, c'est un terrain éruptif. Voilà. Et ensuite, on a aussi, alors c'est juste avant 1896, c'est Louis Gentil qui a aussi décrit les gypses métamorphiques de l'Algérie et il conclut aussi à donc en fait, la venue des roches magmatiques intrusives a été accompagnée d'eau thermale, donc qui ont joué un rôle métamorphique sur les bancs calcaires. Donc lui aussi, il était partisan d'une origine métamorphique. Voilà, dans ces documents. Alors pour Louis Gentil, l'âge de ces formations était Miocène. Voilà. Alors nous arrivons ici, bon, un récapitulatif de cette période 1840-1896. Donc l'origine du Trias pour la plupart des géologues algériens, c'est une origine éruptive. Alors il y a eu un seul cas, c'est Cochrane qui était partisan pour une origine sédimentaire. Et pour l'âge donc de ces formations-là, c'était un âge, j'en citais tous les âges, donc du Crétacé au Quaternaire. Bon, ça dépendait du terrain sur lequel les géologues ont décrit ces formations. Alors, 1896, c'est vraiment une année, je dirais, très importante dans l'historique du Trias en Algérie, car c'est durant cette année qu'a été mis, donc, il y a eu la mise en évidence de l'âge triasique, des formations gypsosalifères d'Algérie. Et cette reconnaissance donc, du Trias, c'est considéré dans l'histoire de la géologie algérienne comme un événement majeur. Alors, le contexte de cette découverte, c'est d'abord, il y a eu un événement scientifique important, c'est la réunion extraordinaire de la Société géologique de France en Algérie en 1896. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé de photos de cette. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, bon, la photographie était quand même un luxe, mais je ne sais pas si peut-être ici, dans la Société géologique de France, s'il n'y a pas de photos de cette réunion. Bon, de toute façon, bon, bon, si ces photos existent, bon, en tout cas, je suis preneur. Voilà, alors les acteurs de cette découverte, alors les acteurs, c'est d'abord le grand géologue Marcel Bertrand. Alors il y a aussi le grand paléontologue de l'époque, Van Zittel. Et comme dans toute découverte, il y a toujours un inconnu, mais en réalité, c'est grâce à lui que cette découverte a été faite. Alors, c'est un professeur au lycée de Constantine du nom de Pierre Gou. Et alors, il y a aussi les lieux de la découverte. Alors, il y a d'abord le lycée de Constantine, puisque Marcel Bertrand, avec
Il est allé ça c'est une photo récente de ce lycée. Il est allé dans ce lycée parce que c'était dans ce lycée où il y avait le matériel, je dirais, où fossilifère en fait, où le Trias a été reconnu. Il y a aussi bien sûr le Trias, donc à côté de la ville de Constantine, c'est le Trias du Jebel Chettaba. Et il y a bien sûr les pièces à conviction, ce sont ces fossiles donc, qui ont été découverts dans ce Trias du Jebel Chettaba. C'est des myophories du Trias donc on peut en trouver aussi actuellement. C'est des myophories du Muschelkalk, donc du Trias. Et voilà. Et donc, l'appartenance donc, au trias des formations marno-gypseuses n'a été donc formellement établie qu'en 1896, suite donc à la découverte de fossiles du trias, de biophories, c'est des bivalves, dans des calcaires dolomitiques localisés à la base des argiles irisées, des argiles versicolores à gypse du Jebel Chettaba, près de Constantine. Donc, cette découverte annoncée lors de la réunion extraordinaire de la SGF en Algérie fut un événement important de la géologie algérienne. Alors, c'est dans cette note que Bertrand, donc, il a envoyé donc, une communication. En fait, Marcel Bertrand, il a eu vent donc de la découverte de fossiles du Trias. Et donc, en fait, pour Bertrand, donc, il avait 10 ans de. euh, alors, en fait, il est parti donc au lycée de Constantine à la rencontre de Monsieur Gou, qui lui a montré des calcaires ces calcaires, ils ont été recueillis donc dans ces terrains argilo-gypseuses. Et alors Marcel Bertrand a envoyé ces fossiles pour détermination, et c'est Zittel, Van Zittel, qui a donc formellement identifié des myophories donc, du Trias au sein de ces formations. Et donc, c'est grâce à cette découverte, en fait, que bon, le Trias a été reconnu pour la première fois au sein de ces formations argilo-gypseuses. Ça, c'est une photo des collections de l'Université d'Alger de ces myophories. Et en 2017, je voulais aller voir sur terrain à quoi est-ce que d'abord ce gisement existe encore, est-ce que c'est possible. Et donc je suis parti donc au Jebel Chettaba, bon, à la recherche du gisement fossilifère du Trias. Et alors, Jebel Chettaba, ce Trias, il se trouve juste à côté de la ville de Constantine, hein, bon, à quelques kilomètres de la ville. Et bon, je pensais que ce gisement a peut-être disparu hein, parce qu'il était près de la ville, mais au contraire, bon, en arrivant sur place, bon, le terrain était encore, je dirais, à l'état sauvage. Donc là, c'est un petit peu le Jebel Taba. Et au sein de ces gypses, on a l'affleurement là, le calcaire dolomitique fossilifère. Il existe encore. Et il est encore aussi, je dirais, riche en myophorie parce que, bon, durant cette mission sur terrain, on a trouvé bon, des fossiles bon, à l'intérieur de ce banc calcaire jaune de miel. Voilà, donc ça, c'est des myophories qu'on a récoltées donc, sur le terrain. C'est pour dire un petit peu que ce gisement, il existe encore. Hein. Et voilà, ça, c'est des myophories du Chataba. Voilà. Voilà, donc après cette visite, en fait, j'avais fait dans un séminaire en Algérie sur les géosites. J'avais proposé, donc pourquoi pas, de classer ce site comme un géosite, vu que c'est un site qui présente en fait un triple intérêt historique, pédagogique et aussi scientifique. D'un point de vue scientifique, d'un point de vue historique, pardon, c'est le premier site en fait fossilifère découvert en Algérie qui a permis de dater le Trias. D'un point de vue scientifique, c'est l'un des rares endroits aussi en Algérie où on trouve encore des fossiles du Trias. Et aussi, de par sa proximité de la ville de Constantine, ce site aussi il offre un terrain idéal pour les excursions pédagogiques et scientifiques aussi. Voilà. Bon, maintenant, je ne sais pas si on va nous écouter, si on, pour sa proposition au géosite. Voilà. Alors ici, j'ouvre juste une petite parenthèse pour parler de l'importance en fait aussi des anciennes cartes géologiques et aussi des documents historiques dans la recherche géologie moderne. Parce qu'il faut dire que bon, si j'ai retrouvé je dirais l'endroit
le gîte fossilifère en fait, du Trias, c'est grâce à la carte géologique de Constantine de 1901, au 1,50 millième. Car en fait, il faut le dire, sur les anciennes cartes, on a, par exemple, la mention du site fossilifère, hein. Donc, le site, il est mentionné je dirais, sur la carte. Alors que dans les éditions qui sont venues après, par exemple, si on prend une carte récente de Constantine, c'est celle qui est utilisée par tous les géologues, ben, pour le Trias, bon, on le cite comme juste, bon, vous avez je dirais, une tache violette et c'est tout. Bon, on n'a pas d'indication, par exemple, où se trouve le site fossilifère. Et là, on le remarque souvent sur les cartes modernes. Par exemple, on n'indique pas les sites fossilifères, alors que sur les cartes anciennes, on a cette indication. Donc souvent, pour retrouver des sites historiques, il faut revenir aux anciennes éditions. Et parfois, il est très difficile de retrouver ces anciennes éditions, hein. Alors la même chose, par exemple, pour la recherche actuellement. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à l'étude des ophites, des roches volcaniques, donc on trouve dans le Trias. Et là aussi, pour parfois retrouver ces... Souvent, dans les cartes modernes, on n'indique plus, par exemple, si ce Trias contient des roches volcaniques ou pas. Donc, vous avez juste la tache violette et c'est tout. Et avec, bon, vous pouvez, dans une seule carte, vous avez des centaines de sites triasiques. Et là, c'est très difficile, par exemple, de retrouver quel est le site qui contient des zoophytes. Or, la même chose pour les cartes anciennes, les anciennes cartes. Donc, les roches volcaniques sont, par exemple, systématiquement signalées. Je prends, par exemple, l'exemple de cette carte. Alors, ça, alors, par exemple, j'ai pratiquement parcouru toute l'Algérie à la recherche de ces roches, de ces zoophytes, alors que juste à côté de mon université, jusqu'à côté de Sétif, il y avait des formations du Trias qui contenaient des zoophytes. Je l'ai su que récemment parce qu'en fait, sur les cartes modernes, il y a pas cette mention. Et que, là, par exemple, quand j'ai eu, par hasard, hein, en consultant une ancienne carte de la région, je trouve par exemple que ici, dans ce trias, on a mention de l'existence de roches volcaniques, alors que voilà, sur la carte moderne, il n'y a pas cette mention. Alors là, j'ai décidé d'aller sur terrain pour voir est-ce que réellement est-ce que cette roche existe ou pas. Alors, arrivé sur le terrain, là, on a donc un champ de blé, donc ça se présente un petit peu mal, mais de loin, on a pu apercevoir l'existence d'un petit affleurement rocheux et qui se trouvait exactement à la position où là où la carte géologique donc le positionnait. Et effectivement, donc en s'approchant de cet affleurement. Effectivement, il s'agit d'un affleurement de roches volcaniques, donc d'ophites. Voilà, et on a même trouvé une galerie d'exploration donc à l'intérieur de ces ophites. Donc, c'est un petit affleurement d'ophites au milieu donc, d'un champ de blé. Mais ce n'est donc si j'avais pas donc la carte ancienne, personne n'aurait imaginé donc trouver des ophites à cet endroit. Donc, c'est un petit peu pour souligner l'importance de ces cartes historiques parfois dans la recherche géologique. La même chose alors pour la recherche parfois aussi de formation que j'appellerais du Trias perdu. Alors par exemple, si on prend un document qui date de 1889, c'est le document de Flamand et Curie. Alors dans ce document, on cite par exemple un trias qui contient des roches volcaniques, le trias là de Gelbatir près de Djelfa. Alors, après ce travail, bon, ce gisement, il n'a jamais été cité. Donc, même sur les cartes modernes, on ne le trouve plus. Et on ne sait même plus s'il existe ou pas. Et bon, il y a eu un travail en 1902 de Ritter qui dit que bon, le gisement de Gelbettir a été signalé par Curie et Flamand, mais après, bon, on ne retrouve plus mention de ce gisement. Alors, on a eu des difficultés pour le retrouver, et finalement, bon, on l'a retrouvé, et ce gisement existe. Bon, d'ailleurs, c'est une dernière mission qu'on a fait dans la région de Gelfa. C'est un immense gisement de Trias, et qui contient des roches, il est très riche en roches volcaniques comme on voit ici, des dolérites. Et on a même ici, bon l'interprétation reste à faire après, parce que ici, on a carrément un trias qui est pratique. On a une coupe du trias hein, qui est en place, hein. On a des argiles à la base, versicolores, des argiles irisées. On a du calcaire jaunâtre et on a des basaltes donc, surmontés par des basaltes. Donc, on a pratiquement une coupe du trias dans ce gisement, je dirais, c'est un gisement qui est inconnu, hein, qui était inconnu, bon, je dirais, depuis 1889.
Et là aussi, c'est un petit peu l'intérêt aussi de ces documents historiques. Bon, ils sont parfois d'un grand intérêt dans la recherche, même actuellement, donc la recherche moderne. Alors, après la période, donc après 1896, donc après la reconnaissance du Trias en Algérie, alors juste après, donc une période où ces gisements donc, du Trias ont été décrits en détail. C'est un petit peu la description détaillée des terrains du Trias à faciès germanique en Algérie. Et alors, durant cette période, alors, il y a eu des descriptions. Alors, je cite ici Joseph Blaillac qui a, dans une note de 30 pages, donc il y a eu en fait, c'est des descriptions vraiment très détaillées de ces affleurements. Donc, il a décrit le trias de Socarrás en détail, avec des cartes, des coupes, etc. Alors, dans sa thèse, donc, il y a pratiquement 100 pages de description du Trias dans la région donc, de l'Est algérien, dans la thèse donc, de Joseph Blaillac. Alors, la même chose, Louis Gentil, qui était juste avant 1896 un partisan de l'origine éruptive, donc juste après, alors juste après, on remarque que tous les géologues, alors qu'avant, bon, ils voyaient une origine éruptive, après, dans la description du Trias, tout le monde voyait des stratifications dans le Trias, donc c'est devenu bon, donc c'est des formations d'origine sédimentaire. Alors, dans sa thèse, là aussi, Louis Gentil donc, fait une description détaillée donc, des terrains triasiques de l'Ouest algérien, donc de l'Oranie. Alors, ce qui caractérise aussi la thèse de Louis Gentil, c'est qu'il fait aussi une description très détaillée. C'est la première description détaillée du contenu, du contenu en roches non seulement magmatiques, mais on a aussi des roches du socle, des roches métamorphiques. Et donc, Louis Gentil il y a pratiquement 70 pages consacrées à la description détaillée des roches magmatiques et métamorphiques qui sont emballées dans le Trias, avec d'excellentes lames minces dessinées à la main. Alors Fischer ensuite aussi juste après, donc il a aussi décrit là le gisement de Constantine en détail dans une note parue dans le BSGF. Et on cite aussi dans le sud maintenant, dans l'Atlas saharien en Algérie. Alors il y a aussi il y a Flamand donc, dans sa thèse aussi. C'est une thèse majestueuse hein, qui fait près de 1000 pages où il a pratiquement consacré 80 pages à la description détaillée de tous les affleurements du Trias de l'Atlas saharien donc en Algérie. Alors, il y a Savornin aussi, il faut le citer. Hein, donc, dans sa thèse en 1920, il y a eu aussi des notes hein, sur la description du Trias. Alors, ça, c'est la région du Sétifien, du Hodna, etc. Et ce qui caractérise cette période post-1896, c'est la première polémique qui donc, anima les discussions géologiques en Algérie et qui est en relation directe avec le Trias germanique. C'est bien sûr, bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, le problème des nappes de charriage. Alors, ce problème, bon, bon, c'est Termier, donc, Pierre Termier, qui le premier en 1906 avait remarqué dans l'Est algérien que du Trias était recouvert par du Crétacé. Et en fait, non, oui. Donc, et pour lui, en fait, pour Pierre Termier, donc cette observation, pour lui, c'était une preuve de l'existence d'une nappe de charriage à cet endroit. Et ensuite, il a en fait étendu pour cette notion de nappe de charriage, il l'a étendu d'abord en Tunisie. Donc, dans cette note, il dit que la Tunisie est un pays de nappe et il dit qu'il étend en fait aussi ce pays de nappe aussi s'étend sur une grande partie de l'Algérie. Et c'est là où donc a débuté en 1908, alors il précise encore plus cette notion de nappe de charriage dans le Constantinois et en Tunisie. Et donc, il y a eu une polémique. Alors, une polémique entre les partisans de cette théorie des nappes de charriage. Alors, d'un côté, vous avez des géologues en fait français qui travaillaient en Algérie. Vous avez Louis Gentil, Jolo, et de l'autre, les géologues qui travaillent en Algérie, les géologues algériens qui étaient contre cette théorie. Donc, Gentil et Jolo, c'est les deux grands partisans de cette théorie. Donc, ils ont produit plusieurs notes pour décrire donc, des nappes de charriage. Et en 1918, ils ont donc publié un article de synthèse sur ces nappes de charriage de l'Afrique du Nord.
Alors, les géologues algériens et à leur tête, Justin Savornin, donc ils étaient contre cette théorie. Et là, donc, et parfois, les échanges, ils étaient un petit peu, je dirais, entre les deux camps. Euh, Justin Savornin, il utilisait des termes assez, je dirais, assez durs contre cette hypothèse. Et par exemple, il dit que l'hypothèse des charriages dans le Jura, dans les Liban, n'est étayée par aucun argument de fait ou d'interprétation et doit être irrémédiablement abandonnée. Il dit aussi que les trois nappes de charriage, parce que bon, le Gentil et Jolo avaient défini trois nappes de charriage, et parmi les nappes, donc là, je l'ai pas cité, alors parmi les nappes de charriage qui citaient en Algérie, bon, ils ont cité trois nappes, et la troisième nappe, c'était le Trias. Donc pour eux, le Trias du nord de l'Algérie, c'était une nappe à part. Ils avaient appelé ça la nappe C. Et donc Savornin disait que les trois nappes de charriage d'Afrique du Nord sont donc un défi à la saine observation et à la logique. Et cette œuvre d'apparence scientifique est profondément regrettable à tout égard. Et en fait, la fin de cette controverse est provisoire. Bon, c'est une fin en faveur des thèses autochtonistes. Et cette fin, en fait, elle est venue de Pierre Termier lui-même, qui a inventé ces nappes de charriage, dans un article de 1927 dans le BSGF. Et alors il étudie une nappe dans les Alpes. Alors là, enfin, il reconnaît dans son article qu'il avait fait bon, une erreur. Et il dit dans cet article, bon, à la fin, que alors, il dit que en consultant mes souvenirs, j'y retrouve plusieurs gisements triasiques algériens pour lesquels je me demande si l'opinion de nos confrères d'Algérie, longtemps combattue chez nous et tenue par moi pour erronée, n'était pas la vérité même. Donc, c'est vraiment, il a, je dirais, clos cette controverse en faveur donc des thèses autochtonistes. Et en 1930, dans son ouvrage sur la géologie algérienne et nord-africaine, Justin Savornin il a dit qu'au cours du dernier quart de siècle, les progrès de la géologie algérienne ont été de quelque manière retardés par cette trop longue et parfois irritante controverse. Et moi, je pense qu'en réalité, la géologie algérienne, elle a été retardée parce que si on avait reconnu la véracité de ces nappes de charriage, on aurait gagné peut-être un demi-siècle je dirais, la géologie algérienne. Donc, c'est tout à fait le contraire de ce que Savornin dit ici en 1930, parce que 20 ans après, on va voir que ces nappes de charriage ont été, je dirais, admises donc, dans le nord de l'Algérie. Alors, au cours et après la controverse, l'interprétation du mode de gisement des formations triasiques en Algérie, bon, on avait reconnu trois modes de gisement. Alors, ce trias, s'il était considéré comme intrusif, donc sous forme de diapyre, c'est le mode le plus fréquent. Alors, il y avait de rares affleurements triasiques dans la chaîne thélienne qui étaient en place, notamment dans les Babors, décrites par Hermann. Et il y avait du trias qui était considéré comme le semelle de nappe. Comme, comme on vient de le voir, bon, c'était très mal vu donc de parler de nappe de charriage, mais lui, Glongeau, il faisait une référence très discrète à des nappes après la controverse. Et Louis Glongeau parlait de Trias comme semelle de nappe. Alors, dans cette Hermann, dans cet article, par exemple, sur les Babors, il représente un petit peu ces modes de gisement du Trias. Hein. Bon, on a un Trias intrusif. Vous avez un Trias qui se met en place sous forme, ça ressemble à un mode filonien, donc sous forme de l'acolite aussi, au sein des formations sédimentaires. Et donc, voilà, là, par exemple, c'est toujours dans cet article d'Hermann, donc il représente le Trias qui est intrusif, diapyrique, et vous avez aussi parfois, comme au milieu, un Trias qui est en place. Hein. Dans les Babors, par exemple, on a un Trias qui est surmonté par du lias. Alors, donc toujours durant cette période, il y a eu une description, il y a eu de nouvelles observations du trias de la région de Sourahlas par Flandrin, qui a découvert un nouveau gisement de myophorie dans ce trias. Alors,
bon, je l'ai dit, dans sa thèse, dans l'étude géologique de la province d'Alger. Alors là, il décrit aussi le Trias. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, il décrit, comme on a ici sur ces coupes. Alors, il y a du Trias qui apparaît comme intrusif, c'est des diapires. Et il y a aussi, comme à droite ici, on voit un Trias qui représente une semelle de nappe. Alors, en 1942, il y a eu la publication, une synthèse de Fallot donc, sur le Trias en Algérie, une vingtaine de pages sur le Trias, où donc c'est le premier qui distingue en fait aussi deux types de Trias. Alors, il y a le Trias kabyle et le Trias tellien de type germanique. Alors, après, entre 1950 et 1960, donc retournement de situation, l'existence donc, des nappes de charriage fut prouvée. L'alloctonie des structures d'utèle algérien adoptée par bon, une majorité de géologues. C'est suite, bien sûr, aux travaux d'abord de Durand Delga, d'André Kerr, et aussi des géologues de la SN-REPAL, donc, qui ont prouvé l'existence de ces nappes de charriage. Alors, durant cette période, la conception de Louis Glongeau concernant le Trias est restée en vigueur, c'est-à-dire on a deux modes de gisement de ces formations argilo-gypseuses ou salines du Trias, sous forme d'intrusion ou de diapir, ou bien présence de ces formations au sein de contacts anormaux entre unités alloctones, c'est ce qu'on appelle des semelles de nappes. Alors, pour la période moderne, donc je vais terminer avec ça. Bon, il y a eu de nouvelles polémiques, hein, il y a eu plusieurs polémiques en fait en relation avec le Trias à faciès germanique en Algérie. La première polémique, bon, elle est due à d'abord Cisac et ses donc co-auteurs. Donc en 1986, en étudiant le Trias de l'Oranais, bon, ils ont remarqué que en fait pour eux, bon, ce Trias n'était pas en fait un véritable Trias. En fait, ce sont ce qu'ils ont appelé des zolistostrom intracénoniens. Cisac, dans son article, il disait que les formations là, gypso-salines, bon, on les attribue systématiquement au Trias, en les situant le long de contacts anormaux, voire de semelles de nappe ou dans des diapirs. Et il dit ensuite que leurs travaux donc, les ont conduits à une interprétation différente. Alors pour eux, ils assimilent la plupart de ces formations à des olisthostromes intracénoniens à matrice gypseuse, donc pouvant s'injecter localement dans des accidents ultérieurs. Bon, là, c'est une photo qu'on a prise l'année dernière de ce que Cisac avait appelé, dans ce qu'il appelle le complexe triasique. Donc, dans cette nouvelle polémique, alors il y a aussi je dirais une autre polémique, c'est en relation avec aussi les roches vertes, les ophites, là, qui sont considérées comme triasiques. Alors, pour Cisac aussi, il a remarqué, bon, d'après ses études de terrain, que les roches volcaniques n'étaient pas toutes situées dans le Trias, mais il y avait des roches vertes, hein, des ophites, qui recoupaient les massifs à schistosité. Et pour lui, donc, on a deux générations de roches vertes et non pas une seule. Alors, il y a des roches vertes du Trias et des roches vertes intrusives dans les massifs, dans les massifs à schistosité. Alors, il y a eu une datation qui a été présentée dans cet article en faveur de cette hypothèse, une datation de 80 millions d'années. Mais cependant, bon, je dirais que ces arguments sont quand même assez faibles, car d'abord, dater des roches très altérées, comme les ophites par la méthode potassium-argon, ça donne forcément des âges très jeunes. Et ces intrusions au sein des massifs à schistosité, on a fait l'année dernière terrain d'ailleurs avec Rémi, et bon, là aussi, on doute de l'existence parce qu'on pense, d'après bon, ce qu'on a vu, hein, bon, ça reste à vérifier, il s'agit simplement de plaquage de roches volcaniques sur les massifs à schistosité et non pas d'intrusion. Mais ça reste à vérifier. Alors, il y a eu aussi une nouvelle polémique aussi dans les années 90. Ça, c'est à l'Est algérien et c'est toujours en relation avec ce trias apaciès germanique. C'est cette notion de diapir versus glacier de sel. Alors, Jean-Marie Villa, en étudiant donc les affleurements triasiques d'Algérie et de Tunisie aussi, avait remarqué que en fait, il a proposé que ces affleurements triasiques sont en fait des glaciers de sel albiens. Donc, c'est en fait du Trias qui s'est sédimenté durant l'Albien. Pour lui, donc par exemple, le Djebel Wanza, le premier là où Pierre Termier avait vu
avait vu une nappe de charriage et où après cette interprétation, on a eu l'interprétation du diapir. Jean-Marie Villa voit dans ce trias du Djebel Louanza le premier grand glacier de sel sous-marin décrit à la Fleurmont. Alors, suite à, à ces articles, bon, il y a eu une grande polémique, hein, une controverse, hein, pour les géologues, par exemple, algériens qui travaillaient dans la région pour eux. Donc, ces glaciers de sel sont en fait des diapirs, hein, c'est des diapirophytiques. Donc, il y a eu plusieurs articles, hein, des échanges, je dirais, d'articles, par exemple ici, Bouznoun et Hall sur le contexte diapirique. Et il y a eu toujours des réponses de Jean-Marie Villa en faveur de cette origine des glaciers de sel. Alors là, dans un article de Jean-Marie Villa, alors pour Jean-Marie Villa, vous avez, en fait, pour Jean-Marie Villa, il y a deux, dans la région de l'Est de l'Algérie. Alors, il donne ici une carte. On avait une carte qui était divisée en deux. Il y avait un domaine où vous avez un trias qui appartenait, en fait, il s'agit en fait de glaciers de sel. Et vous avez un domaine au sud où c'est un domaine de diapir. Alors pour lui, c'est ce qu'il a appelé des dômes de sel pli. C'est encore plus compliqué que diapir, hein. Alors pour lui, il y a ce qu'on appelle des dômes de sel, et ces dômes, lorsqu'ils sont plissés, on appelle ça des dômes de sel, des sels. Bref, bon, il y a eu une polémique qui a continué jusqu'au début des années 2000. Il y a aussi l'équipe de Kowalski aussi qui sont contre cette hypothèse de glacier de sel. Donc pour eux, c'est des diapirs. Et c'est une polémique bon, qui s'est arrêtée bon, au début des années 2000 sans que l'on sache qui a raison. En fait. Voilà. Et tout récemment, bon, pour vous dire aussi que ce trias, il est toujours d'actualité, bon, il y a un article de juin 2023 qui vient de sortir. C'est un article, bon, on fait pas, alors c'est des Espagnols avec des Tunisiens, où il y a une nouvelle polémique en relation toujours avec ce trias. Alors pour eux, d'après des études détaillées qui ont été réalisées, et surtout ce qui différencie des articles d'avant, c'est qu'ils se sont basés sur des sections sismiques, donc ils ont une vue en trois dimensions, donc en affleurement et en profondeur. Et pour eux, donc ce trias, c'est ni diapir ni glacier de sel. Donc ils ont une nouvelle interprétation de ces trias. Donc d'après eux, donc les supposés corps salifères sont formés. Alors pour eux d'abord, certains de ces affleurements triasiques qui ont été décrits sont des corps salifères décrits en Tunisie et même en Algérie et près de la frontière tunisienne sont formés par des roches métamorphiques d'après eux qui ont été enfouies à des profondeurs de plus de 26 km. Ils ont appelé ça dôme métamorphique. Et le reste des structures salifères, d'après eux, sont liées à un amincissement tardif et se mettent en place en fait dans des failles d'extension liées à une phase distensive du Miocène supérieur, et ils ont appelé ça des murs de sel. Et pour eux aussi, certains affleurements triasiques du domaine autochtone atlasique ont été exhumés par des failles d'extension tortoniens et non pas par des processus diapiriques. Donc, pour eux, c'est ni diapire ni glacier de sel, mais c'est des dômes métamorphiques et des murs de sel. Donc, voilà. Donc, les controverses continuent. Alors, je cite aussi un dernier article hein, que nous avons avec André Michard, donc l'année dernière, dans le BSGF, où dans cet article, on a aussi réinterprété un affleurement dans les bas-bords alors, c'est un affleurement où vous avez du lias qui est recouvré du néocomien, du sénonien. Donc, cet affleurement, c'était pour Daniel Aubert, etc., la preuve d'une phase tectonique crétacée supérieure. Alors, dans cet article, bon, on a une interprétation liée directement au Trias et que, en fait, cette mise en place s'est faite suite à la montée d'un diapir. Donc, on voit ici sur ce schéma. Donc, c'est le diapir, en fait, qui a renversé le calcaire liasique sur le Crétacé. Voilà. Donc voilà, donc c'est pour dire un petit peu que les études concernant le triage ictélien sont toujours d'actualité. Et donc pour terminer ma présentation, bon, il y a des remerciements, je ne vais pas remercier des personnes, mais je vais remercier tous ces sites-là qui, grâce à ces sites, on a accès à toute cette documentation historique, hein, Gallica, site de la Sorbonne, l'école des mines,
le Google Livre. Bon, nous, on a aussi la bibliothèque virtuelle de l'Université d'Alger où certains documents, donc par exemple de Vie, de Savornin, donc sont disponibles que dans cette bibliothèque virtuelle. Et alors là aussi, bon, j'ai un site personnel où j'ai rassembler en fait tout cette en fait parce que cette documentation ancienne elle est un peu dispersée dans des sites, alors j'ai rassemblé tous ces documents anciens qui sont disponibles sur le net dans un seul site où vous pouvez avoir donc les liens pour chaque document ancien, donc il suffit de cliquer et bon le lien va vous emmener vers Gallica ou vers n'importe quel site où vous avez ces documents historiques. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Ont des remarques. Merci, Sharaf. J'ai une question par rapport à la datation du Trias. Donc, OK, il y a les myophories là, qui sont décrites en 1896. Sachant, enfin, c'est daté avant en France métropolitaine, j'imagine. Et alors, pour le coup, il y a malgré la datation qui existe de ces formations qui sont dans leur mode de gisement parfois ressemblantes en France métropolitaine, personne, avant d'avoir des fossiles, ne fait le lien en se disant les modes de gisement ressemblent, donc peut-être c'est du Trias. Oui, bon, Enfin, ce que j'avais bon, dit durant la période là, de 1840 jusqu'en 1896, il y a eu très peu de personnes qui, même ceux qui faisaient cette ressemblance, donc les géologues en fait qui travaillent en Algérie, donc ils avaient donc pour eux cette ressemblance n'était pas. Alors ça, en fait, tout le problème c'était dans le mode de gisement de ce Trias, parce qu'en fait, avant, bon, quand on voyait ce Trias au milieu du Crétacé, au milieu pas du tertiaire. Donc pour eux, bon, la notion de diapérisme, etc., n'est pas encore, je dirais. Donc c'est le mode de gisement qui faisait dire en fait aux géologues que bon, ce Trias, ces formations, ça ne peut pas être du Trias. Donc bon, c'était du Crétacé, je sais pas, du tertiaire. Si ça recoupait du tertiaire, c'était post-tertiaire. Si ça recoupait si c'était dans le Crétacé, on disait que c'était du Crétacé. C'est un petit peu ça. Donc même si bon, c'est vrai que les faciès se ressemblaient, mais bon, mais avant la découverte donc, de ces fossiles, donc de Constantine, euh, c'est après cette découverte que bon, ces formations ont été reconnues comme Trias. Ouais. OK. Et je me permets une remarque juste. Tu citais l'étude de Cisac Ouais. à la fin. Comment? Pour avoir discuté avec Guardia, qui a fait sa thèse avant, Ouais. euh, ils ont daté une partie des matrices de cette espèce de fameuse brèche et il nous a dit on trouve des fossiles, des microfossiles miocènes dedans. Donc, Ouais, voilà. bon, bref, Donc, c'est ouais, les brèches intraformationnelles sénomiennes. c'est ouais, c'est à Bon, revoir aussi. voilà. Si.